Imaginez un pays qui, en quelques décennies, s'est transformé en une puissance mondiale. Un endroit qui domine la technologie, excelle en éducation, exporte la culture pop dans le monde entier et brille également dans le sport. Oui, la Corée du Sud, c'est tout cela, et bien plus encore. Mais voici le problème. Alors que le pays atteint des niveaux de succès incroyables, il porte aussi un titre très sombre. C'est l'un des endroits où les taux de suicide chez les jeunes, d'anxiété et de dépression figurent parmi les plus élevés au monde. Comment un pays si riche en réussite et en innovation peut-il également être l'un des plus tristes au monde? Qu'est-ce qui se cache derrière ces problèmes en Corée? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Je m'appelle Simon et vous êtes sur Route Asiatique. Pour comprendre pourquoi la Corée du Sud traverse cette crise de santé mentale, il faut faire un petit voyage dans le temps. L'histoire de ce pays est extrêmement lourde et je n'exagère pas. La Corée a subi une occupation japonaise qui a duré 35 ans, une période d'une brutalité extrême. Ensuite, il y a eu la guerre de Corée qui a divisé le pays en deux et a coûté la vie à plus de 3 millions de personnes. Imaginez ce que cela signifie de reconstruire un pays à partir de zéro, avec la menace constante d'un nouveau conflit planant dans l'air et l'impression que quelque chose pourrait survenir à tout moment. La Corée du Sud n'avait pas le choix, soit elle se développait rapidement, soit elle ne survivrait pas. C'est ainsi qu'est né le miracle économique coréen qui a transformé le pays en une puissance mondiale en seulement quelques décennies. Ce miracle, survenu juste après tous ces moments sombres, est également connu sous le nom de miracle du fleuve Han. Il s'agit d'une période de croissance économique rapide entre les années 1960 et 1990 qui a permis de transformer une nation dévastée par la guerre en une puissance industrielle et technologique. À cette époque, le pays était sous la direction de gouvernements autoritaires, comme celui du président Park Chung-hee. Malgré cela, ils ont adopté une stratégie d'industrialisation accélérée, encourageant les exportations et investissant massivement dans des secteurs spécifiques comme la technologie et les infrastructures. C'est durant cette période que des entreprises comme Samsung, Hyundai et LG, qui dominent aujourd'hui les marchés mondiaux, ont vu le jour. Ce développement fulgurant repose sur une raison clé: un peuple travailleur, discipliné et hautement éduqué. Si je devais ajouter un autre facteur, je mentionnerais certaines politiques économiques du gouvernement qui combinaient des prêts auprès d'autres pays avec des réformes structurelles. Cependant, ce miracle a eu un coût. Il est profondément enraciné dans la culture coréenne, même aujourd'hui. La pression pour être le meilleur, se démarquer et ne pas échouer découle d'une nécessité historique de survie issue de cette époque. Cela se reflète dans tous les aspects de la société, mais surtout dans le système éducatif coréen. En Corée, les enfants sont soumis à une pression énorme dès leur plus jeune âge. Imaginez des enfants de 6 ou 7 ans devant déjà obtenir d'excellentes notes, étudier des heures par jour et se préparer à un avenir ultra compétitif. Et cela ne s'arrête pas là. Même à la maternelle, il existe déjà une certaine forme de compétition. C'est comme si la vie était un marathon où seule la première place comptait. Cette mentalité engendre ce que les psychologues appellent la pensée « tout ou rien ». Soit vous êtes le meilleur, soit vous n'êtes rien. Soit vous obtenez un 100 à un examen, soit vous avez lamentablement échoué. Cette exigence constante, cette idée que la moindre erreur est inacceptable, devient un terrain fertile pour l'anxiété et la dépression. Imaginez grandir dans un environnement où vous avez l'impression de ne jamais être assez bon, où chaque faux pas pourrait ruiner toute votre vie. C'est extrêmement épuisant, n'est-ce pas ? Et le pire, c'est que cette pression ne vient pas seulement de l'école ou des parents, mais de toute la société. C'est ici que l'on commence à comprendre pourquoi la Corée affiche l'un des taux les plus élevés de jeunes qui décident d'abandonner la vie, de renoncer à ce monde. Quand le succès est la seule option, l'échec devient une réalité insupportable. Ce besoin de tout réussir est profondément ancré dans la culture, et il est essentiel de l'expliquer pour mieux le comprendre. Mais avant, je dois te raconter une histoire. Une histoire qui commence dans les années 90 avec un jeu vidéo. S'il y a bien un domaine où la Corée du Sud excelle, en dehors de l'éducation et de l'économie, c'est celui des e-sports, ou sports électroniques. Et pour bien comprendre, il faut parler d'un jeu qui a tout changé, StarCraft. Dans les années 90, ce jeu de stratégie est devenu une véritable obsession en Corée. Ce n'était pas juste un passe-temps, mais un véritable sport. Des stades pleins à craquer, des retransmissions télévisées 24 heures sur 24, des joueurs professionnels traités comme des célébrités, c'était une révolution que le monde n'avait jamais vue auparavant,
et la Corée était à la tête de ce mouvement. Mais pourquoi StarCraft et pourquoi la Corée du Sud? Une partie de la réponse réside dans l'histoire du pays. À cette époque, il y avait une interdiction culturelle concernant les produits japonais, comme les jeux vidéo de Nintendo ou de PlayStation. Alors que, dans notre pays, on grandissait avec Super Mario, les Coréens découvraient les PC. Le gouvernement coréen a également subventionné l'accès à Internet, ce qui a permis aux PC Bangs, ces cybercafés équipés de nombreux ordinateurs, de se multiplier à travers tout le pays. C'est dans cet environnement que StarCraft a explosé. Le jeu était complexe, stratégique et extrêmement compétitif, et les Coréens l'ont adopté avec une intensité inattendue. Ils ont transféré dans les jeux la même mentalité de travail acharné, de discipline et d'obsession pour l'excellence qui caractérise leur culture. Les joueurs professionnels vivaient dans des maisons partagées, s'entraînant 12 à 14 heures par jour. C'était un environnement de haute pression où seuls les meilleurs pouvaient survivre. Et cette formule de réussite ne s'est pas limitée aux e-sports. Elle s'est étendue à d'autres domaines, comme le K-pop, et même aux géants industriels comme Samsung. Dans le K-pop, par exemple, les trainees, ces jeunes qui rêvent de devenir des idoles, passent des années sous des régimes d'entraînement intensifs. Ils pratiquent la danse, le chant et même les bonnes manières pendant des heures, tout cela pour avoir une chance de réaliser leurs rêves. Et même une fois célèbres, la pression ne disparaît pas. Ils doivent rester parfaits, impeccables en permanence. Chez Samsung, certains employés vivent dans des dortoirs de l'entreprise, n'ayant pratiquement aucune vie en dehors du travail. C'est comme si le succès exigeait une dévotion totale, parfois presque inhumaine. Mais quel est l'impact psychologique de vivre dans un tel environnement ? On a déjà vu comment la pression pour l'excellence dans l'éducation affecte les individus, et il en va de même dans les e-sports et le K-pop. La compétition est constante, la peur de l'échec est écrasante, et ce sentiment de ne jamais être assez bon est omniprésent. Quand on combine tout cela avec une culture de travail intense, le résultat est un épuisement professionnel massif. Beaucoup de jeunes Sud-Coréens vivent épuisés, anxieux, avec l'impression que, peu importe leurs efforts, ils n'atteindront jamais les attentes de la société. Alors, on peut se demander, cette mentalité de tout dominer à tout prix est-elle vraiment durable ? Ou bien exige-t-elle un tribut trop élevé sur la santé mentale des individus ? En revenant au miracle coréen que nous évoquions plus tôt, il est indéniable que la Corée du Sud a accompli quelque chose d'extraordinaire. En quelques décennies, le pays est passé d'une guerre dévastatrice à l'une des plus grandes économies du monde. Ils ont construit des villes modernes, créé des entreprises globales comme Samsung et Hyundai et se sont imposés comme des leaders en technologie et en innovation. Mais comme nous l'avons vu, tout miracle a un prix. Et dans le cas de la Corée, l'un des plus grands coups a été la montée des inégalités économiques. Aujourd'hui, la Corée est un pays de contrastes. D'un côté, des gratte-ciel futuristes, des boutiques de luxe et une élite qui mène une vie confortable. De l'autre, une jeune génération qui lutte pour survivre. Acheter une maison est presque impossible, et fonder une famille exige de renoncer à de nombreuses choses. Atteindre une stabilité financière, eh bien, cela est devenu un rêve lointain pour de nombreux Coréens. L'inégalité économique a tellement augmenté que les jeunes Coréens se sentent trompés. Ils ont grandi en entendant que s'ils étudiaient beaucoup et travaillaient dur, ils auraient une vie stable et confortable. Mais la réalité était bien différente. Et ici, nous arrivons à un point crucial, la priorité donnée à la santé financière, parfois même au détriment de la santé mentale. En Corée, le succès financier est vu comme la clé du bonheur. Mais que se passe-t-il lorsqu'on se rend compte que, peu importe ce que l'on fait, peu importe combien d'efforts on met, on ne parviendra jamais à atteindre ce succès ? La frustration est énorme. Les gens travaillent toujours plus, se sacrifient davantage, et à la fin, bien souvent, ils se sentent encore insuffisants. La santé mentale se dégrade parce que l'objectif est toujours de gagner plus d'argent, de grimper dans la carrière, de ne pas être laissé pour compte. Ce n'est pas seulement un problème coréen, je le sais, on le voit dans tous les pays du monde. Mais en Corée, cela atteint un niveau extrême. La pression financière est telle que beaucoup de gens abandonnent simplement de rêver. Et là, on peut se demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier autant pour la sécurité financière ? Ou bien faut-il réfléchir un peu plus à ce qu'est réellement la vie ? Je n'ai pas de réponse à cela, mais j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. En plus de la pression de la société en général, de la famille ou de soi-même, les jeunes Coréens doivent également faire face à la culture du travail dans le pays, et là mon ami, les choses sont bien pires.
La Corée du Sud est connue pour avoir l'une des cultures d'entreprise les plus intenses du monde. On parle de longues heures de travail, d'une hiérarchie très stricte et d'un manque d'autonomie qui épuise tout le monde. En Corée, il est courant de voir des gens travailler jusque tard dans la nuit, même sans raison. Et pourquoi ? Parce que la culture dit que vous ne pouvez pas quitter votre travail avant votre patron. Mais si votre patron reste jusqu'à 22 heures, eh bien vous restez aussi. Et inutile de vous plaindre, car la hiérarchie est sacrée. Vous ne pouvez pas remettre en question vos supérieurs, ne pouvez pas proposer de changement, et bien souvent, il n'est même pas possible de leur parler en égal. C'est un système qui exige une obéissance étrange, et cela peut être assez étouffant. Les gens se sentent obligés de se consacrer à 100% à leur travail, même si cela signifie renoncer à leurs hobbies, à leurs relations, et parfois même à leur propre santé. C'est comme si vous n'aviez pas la permission d'être une personne complète, avec des intérêts et des besoins en dehors du bureau. Et le résultat de tout cela, c'est un isolement social bien plus grand, surtout parmi les jeunes. Beaucoup de Coréens passent tellement de temps au travail qu'ils n'ont ni l'énergie ni le temps de construire des relations. Et même quand ils sont avec des amis ou des collègues, ces interactions sont souvent superficielles, voire uniquement pour maintenir les apparences. La solitude devient une compagne constante, ce qui est un terreau fertile pour l'anxiété et la dépression. Et l'un des points les plus problématiques dans tout cela est le stigmate que la Corée entretient à propos de la santé mentale. Malgré toute la pression, l'anxiété, les problèmes que les gens rencontrent et l'épuisement dont nous avons parlé, il existe un problème encore plus grand. La majorité des personnes qui souffrent de ces troubles ne cherchent pas d'aide. Devinez quel est le taux de diagnostic d'anxiété et de dépression en Corée ? Oui, seulement 7% des personnes ayant ces problèmes cherchent un traitement. Et pourquoi ? Parce qu'en Corée, les problèmes mentaux sont perçus comme une faiblesse ou un échec personnel. Dans la culture coréenne, influencée par le confucianisme, il existe l'idée qu'il faut être fort, toujours remplir ses obligations. Si vous êtes déprimé, anxieux ou tout simplement épuisé, la faute vous en incombe. Vous êtes vu comme quelqu'un qui ne fait pas suffisamment d'efforts et qui n'arrive pas à supporter les pressions de la vie. Cela crée un cercle vicieux. Les gens souffrent en temps silence, de peur d'être jugés ou stigmatisés. Ils ne parlent pas de ce qu'ils traversent, ne cherchent pas de l'aide, et le problème ne fait que s'aggraver. Le plus triste ici, c'est que cela ne se limite pas à la vie personnelle, mais même au sein des familles, il n'y a souvent pas d'espace pour parler de la santé mentale. Les parents peuvent percevoir la dépression de leurs enfants comme un manque de volonté, de la paresse, et non comme un problème nécessitant un traitement. Et ainsi, les gens finissent par s'isoler encore plus. Mais tout n'est pas perdu. Ces dernières années, quelques personnalités publiques ont tenté de changer cette mentalité. Psychologues, célébrités et même certains politiciens commencent à parler ouvertement de la santé mentale. Ils montrent qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide, que l'anxiété et la dépression ne sont pas des défauts de caractère, mais des conditions qui peuvent et doivent être traitées. C'est un pas très important car des personnalités célèbres ou influentes qui abordent le sujet aident à briser ce tabou, ces idées erronées. Mais malgré cela, ce changement reste très lent. Le stigmate en Corée est très fort, et beaucoup de gens continuent à souffrir en silence ou parfois à exprimer cela de manière différente. Une des façons de manifester ce mal-être est la recherche incessante de la beauté et de la perfection. Et ici, on touche à un des derniers aspects problématiques de la Corée du Sud que je veux partager avec toi dans cette vidéo, la culture matérialiste et l'obsession des apparences. La Corée est connue comme la capitale mondiale de la chirurgie plastique. À Séoul, il est courant de voir des cliniques de beauté pratiquement à chaque coin de rue. Et on ne parle pas seulement de petites interventions, la Corée est un leader dans des chirurgies comme la blépharoplastie, la rhinoplastie et même des opérations pour modifier la forme du visage. En plus de cela, le pays est un géant dans l'industrie des produits de beauté avec des marques coréennes dominant le marché mondial des soins de la peau et du maquillage. Cela semble être une bonne chose, mais derrière cette obsession des apparences se cache une réalité beaucoup plus sombre. Cette quête de la beauté et du succès matériel est souvent une façade pour des problèmes de santé mentale plus profonds. Dans une société où la valeur d'une personne est mesurée par le succès financier, l'apparence ou le statut social, il est facile de comprendre pourquoi tant de Coréens se sentent sous pression. Et quand tu ne corresponds pas à ces attentes, le sentiment de ne pas appartenir peut devenir très fort. C'est là que les chirurgies plastiques, les produits de luxe, les vêtements de marque entrent en jeu,
comme une tentative de combler un vide ou de cacher une douleur qui ne peut être vue. Mais que se passe-t-il lorsque j'atteins cette perfection? Lorsque j'achète la voiture de mes rêves, que je fais cette chirurgie esthétique ou que je porte un vêtement de marque très cher, que se passe-t-il? La vérité, c'est que bien souvent, le bonheur ne vient pas avec tout ça. Et c'est là que nous entrons dans la plus grande contradiction de la Corée. Un pays riche en biens matériels, mais pauvre en bien-être émotionnel. La richesse matérielle n'apporte pas le bonheur, mais plutôt un vide encore plus grand, et ce vide, cette obscurité, ne fait qu'augmenter. Mais même face à tout cela, la Corée du Sud montre quelque chose de très intéressant, la résilience. C'est un peuple qui a déjà affronté des guerres, des occupations, des crises économiques par le passé, et qui a reconstruit un pays à partir de zéro. Alors, s'il y a bien quelque chose que les Coréens savent faire, c'est surmonter les défis. Mais aujourd'hui, ce défi est différent. Il ne s'agit plus de reconstruire des villes ou de gagner des guerres, mais de se reconstruire soi-même. Et ici, peut-être qu'il existe une lumière au bout du tunnel, la génération plus jeune. Ils commencent à parler plus ouvertement de la santé mentale, à remettre en question la société et à chercher un équilibre entre le succès et le bien-être. Bien sûr, cela prendra beaucoup de temps, mais cela commence déjà à se produire. Cela donne un peu d'espoir. Et enfin, à mon avis, la Corée a de très grands défis, mais elle possède également une grande capacité à se surpasser. Ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient se réinventer, et je crois sincèrement qu'ils trouveront un moyen de résoudre cette situation. Et peut-être qu'au cours de ce processus, nous pourrons apprendre un peu plus d'eux sur comment faire cela dans nos propres vies également. Cette vidéo a été inspirée par une vidéo de Marc Manon, un auteur que j'aime beaucoup. C'est un excellent écrivain et si vous comprenez l'anglais, je vous recommande de regarder sa vidéo aussi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine vidéo.